Alors bonjour à toutes et à tous, on va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Bon, les participants sont en train d'arriver. Allez, je vous propose d'attaquer. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence organisée par l'Académie UPV en partenariat avec le CNCEF. Le CNCEF est un organisme fait une organisation professionnelle regroupant des experts en transmission d'entreprise en financement. Alors ce matin, nous allons aborder le thème de l'impact de la trésorerie sur la valorisation de votre entreprise et plus précisément les leviers pour maximiser cette valorisation. La gestion financière est un sujet stratégique pour toutes les entreprises. La trésorerie est un indicateur clé de la santé financière d'une entreprise. Bien maîtrisée, elle renforce la solidité financière, rassure les investisseurs et permet des opportunités de croissance. À l'inverse, des tensions de trésorerie peuvent peser sur la valorisation et limiter le potentiel de développement, voire de cession. Alors, pour mieux comprendre ces mécanismes, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Fabienne Enras, représentante régionale du CNCEF et présidente d'Euralia Finance. En termes d'organisation, nous avons prévu un temps d'échange en seconde partie. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit via le petit onglet en bas questions et la présentation vous sera diffusée ultérieurement. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Fabienne, que je remercie une nouvelle fois. Bonjour à tous. Merci à Philippe pour cette introduction. Comme il vous l'a dit, je suis Fabienne Enras, je suis présidente du réseau Euralia. Je représente la CNCEF menée en région. C'est un partenariat avec l'UPV. Dans ce cadre-là, nous avons convenu de vous présenter le sujet de l'impact de la trésorerie sur la valorisation. J'ai fait court parce que c'est un sujet qui est assez large, qui peut devenir très vite très technique. N'hésitez pas à mettre les questions, comme l'a dit Philippe dans le chat, pour que je puisse y répondre, ou on peut convenir par la suite d'un rendez-vous si vous avez besoin précisément pour votre entreprise d'une étude. Donc, la trésorerie, ça peut être un atout dans le cadre d'un projet de cession d'entreprise. Ça peut être aussi un frein. Donc, dans ce webinaire, nous allons expliquer quels sont les mécanismes qui lient la trésorerie avec la valorisation, donc l'impact sur les différentes méthodes. On va voir aussi quelles sont les erreurs fréquentes qui se présentent et comment on pourrait les éviter. Et puis des leviers concrets pour optimiser cette trésorerie avant la cession. Tout d'abord, il faut bien comprendre les composantes de la trésorerie. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est rentable qu'elle va avoir forcément de la trésorerie. La plupart du temps, on a un décalage entre ce que la société encaisse, la vente de marchandises ou de services, et ce qu'elle doit régler. Pareil, donc elle va vendre, elle va acheter du stock, elle va acheter des matières premières, elle va devoir payer des salaires et avoir des charges de loyer et d'autres charges. Si on a un décalage important entre le fait que les clients, par exemple, vont payer plus tard par rapport au décaissement, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Une entreprise, elle bénéficie souvent des résultats des années précédentes qui se sont cumulés, des capitaux qu'a mis le dirigeant au départ dans sa entreprise, éventuellement même des fonds qu'elle aura pu lever. Tout cela va permettre de financer ce BFR. Et vous voyez que la plupart du temps, quand on est dans une entreprise qui est en croissance, le BFR il devient de plus en plus important. Et souvent, ça nécessite de rajouter, d'augmenter ses capitaux propres pour pouvoir faire face à ce développement. Si vous vendez une entreprise qui est en croissance, c'est évident que ça aura plus de valeur, en tout cas, ça aura plus d'attrait pour un acquéreur
Néanmoins, si elle manque de trésorerie pour faire face à cette croissance, ça peut devenir un handicap et peser sur la valorisation. C'est ce qu'on va voir dans les exemples qui vont suivre. Donc, d'abord, de quelle trésorerie parle-t-on? On parle souvent de trésorerie disponible, de trésorerie excédentaire et de trésorerie nette. Je vais essayer de vous expliquer avec des mots simples ce que cela représente. Donc, la trésorerie disponible, c'est ce que l'entreprise a sur les comptes. Donc, c'est disponibilité, des valeurs mobilières de placement, la trésorerie qui peut être placée. Tout ça, c'est la trésorerie qui est immédiatement disponible. Bien évidemment, si vous avez des découverts ou des comptes courants, ça, c'est des dettes court terme, ce n'est pas de la trésorerie disponible, ça vient en moins. La trésorerie qu'on appelle excédentaire, quand on parle de transmission d'entreprise, c'est la trésorerie qui n'est pas on va dire, indispensable au bon fonctionnement de votre société. C'est le surplus de liquidité que l'on a, que l'on retrouve parfois sur des valeurs mobilières de placement qui sont placées tout au long de l'année et que l'on n'utilise jamais. Cette trésorerie excédentaire, si on l'enlève, l'entreprise peut continuer à fonctionner. Donc, c'est ce que j'appelle moi le gras, entre guillemets. Et on parle également, donc une troisième notion, qui est la trésorerie nette. La trésorerie nette ou la dette nette, selon si nous avons plus de trésorerie, si on a plus de trésorerie que de dette, c'est la trésorerie nette. Si on a plus de dette que de trésorerie, c'est la dette nette. Ce montant de trésorerie nette ou de dette nette, il s'impacte lorsqu'on fait le calcul de la valorisation d'entreprise. On va calculer une valeur d'entreprise basée sur différentes méthodes et ensuite, on va, pour avoir la valeur de l'exploitation, mais pour avoir la valeur des titres, on va ajouter ou retrancher cette fameuse dette nette pour connaître le prix qui va être acheté par l'acquéreur. C'est un gros sujet de négociation où on va aller un peu plus en détail sur les slides qui suivent. Je vous donne un exemple chiffré de la différence entre les trois. Dans la première colonne, vous avez donc la trésorerie disponible avec les soldes bancaires, en l'occurrence 500 000 €, des valeurs mobilières de placement pour 1 million. Donc, ils ont en disponibilité 1,5 million. Ensuite, sur la colonne du milieu, c'est ce que j'appelle moi la trésorerie excédentaire. C'est le million de valeurs mobilières de placement. Alors, on peut avoir un montant qui peut être beaucoup plus élevé et qui n'a pas été mis en valeur mobilière de placement parce que c'est une notion de risque que peut avoir le dirigeant. Le dirigeant, certains sont très sensibles. Il y en a qui ne dorment pas s'ils n'ont pas 1 million sur leur compte. Il y en a qui dorment parfaitement s'ils n'ont que 100 000. Donc, ça peut être aussi très subjectif. Alors, si on veut, on va dire, rationaliser tout ça, pour savoir ce qu'est réellement la trésorerie excédentaire, on peut travailler aussi sur des courbes de cash et regarder donc mensuellement la trésorerie sur laquelle qui n'est pas nécessaire et qu'on n'a pas utilisé. Ce matelas qu'on n'utilise pas, c'est ce que j'appelle moi la trésorerie excédentaire. C'est difficile, et vous allez mieux comprendre si vous avez une activité saisonnière, puisque là, il peut y avoir de très fortes perturbations entre les moments où on a une trésorerie importante et fini la saison, une trésorerie qui, elle, peut être effectivement plus basse. Et donc là, effectivement, la trésorerie dite excédentaire, ça sera bien celle qui sera au moment le plus bas. Et ensuite, on a cette fameuse notion de trésorerie nette qu'on va venir impacter sur la valeur d'entreprise. En l'occurrence, dans cet exemple, toujours les soldes bancaires pour 500 000, les valeurs mobilières pour 1 million. Une dette financière, donc ce sont les emprunts bancaires, en l'occurrence, dans mon exemple, pour 1,2 million. Des comptes courants d'associés, parce que le dirigeant s'est voté les dividendes, mais qui ne les a pas encore retirés. Donc, ça apparaît comme une dette. Des effets escomptés non échus. Donc, il a présenté à l'escompte des effets, mais ils ne sont pas encore arrivés à l'échéance. Donc, le facteur a bien fait une avance de trésorerie. C'est donc une dette aussi. S'il y a un plan d'intéressement ou de participation et que ces sommes sont à verser, qu'elles ne l'ont pas encore été, ça rentre également dans les dettes. Donc, vous voyez qu'entre la trésorerie disponible, 1,5 million, la trésorerie excédentaire, 1 million, et la trésorerie nette de 80 000, on parle de choses complètement différentes par rapport au calcul de la valorisation.
Je vous donne un exemple, donc c'est un exemple concret que j'ai eu sur un dossier, sur un calcul de trésorerie nette que l'on a annexé donc à la lettre d'intention et qui a été repris ensuite pour le protocole de cession. Vous voyez que ça peut être beaucoup plus compliqué. Et sur chacune des lignes, on a une marge de discussion, une marge de négociation. Et il faut du coup être très très clair dans la définition de cette fameuse trésorerie nette pour ne pas avoir de surprise au moment de la vente. Donc on se met d'accord dès la lettre d'intention sur un calcul de trésorerie nette pour savoir ce que entend le repreneur, parce que bien évidemment le repreneur, lui, veut être sûr de payer l'entreprise au bon prix et ne pas se retrouver avec une dette auquel il va devoir faire face et qui n'avait pas compté. Donc, les cabinets d'audit ou les experts comptables sont très vigilants sur cette rédaction de la trésorerie nette. Donc, dans ce calcul, vous voyez par exemple les valeurs mobilières de placement dont on parlait tout à l'heure. On avait des provisions sur ces valeurs mobilières de placement si effectivement si elles sont en risqué ou si elles sont en devise. Donc, ensuite, nous avons les disponibilités. Pareil, des provisions sur les disponibilités si on est sur des comptes en devise qui peuvent impacter donc, au moment où on va transformer, par exemple, du dollar en euros. Des emprunts obligataires, convertibles, pas convertibles, des emprunts auprès d'établissements de crédit ou des dettes financières diverses qui viennent s'impacter, des dettes sur des immobilisations. Par exemple, vous avez acheté une grosse machine, vous avez versé un acompte et puis vous savez que vous allez avoir un deuxième acompte qui devra être versé dans 3 mois. C'est une dette à laquelle il devra faire face lors de la reprise. Les comptes courants d'associés qui peuvent être à l'actif ou au passif, selon le cas. Le crédit bail immobilier. Alors, le crédit bail immobilier, on va le voir tout à l'heure, mais quand on calcule une valorisation, il est d'usage souvent de prendre en considération dans le calcul de l'EBE les loyers de crédit bail. Ça vient valoriser le BE, ça vient le grossir, et donc ça va permettre de mieux valoriser son entreprise. Néanmoins, si on pratique ce retraitement-là, ça veut dire que quand on va calculer notre calcul de dette nette, on va devoir prendre en considération tous les loyers qui restent à payer. Donc, les loyers de crédit bail, mobilier et immobilier vont être cumulés et être considérés comme une dette au final. On va avoir les valeurs résiduelles sur ces fameux crédits bail aussi. Alors, on dit crédit bail et crédit beau. On peut dire les deux. Les effets escomptés non échus, on en a parlé. Des provisions passives, ça va concerner par exemple des indemnités de départ à la retraite. Si vous avez des salariés dans l'entreprise qui arrivent proches de leur départ à la retraite, alors, on ne va pas prendre des départs à la retraite dans 15 ans, on va calculer ça sur par exemple 5 ou 7 ans qui sont les durées de dette senior pour un repreneur. Donc la dette senior, c'est la dette que va souscrire l'acquéreur pour acheter les titres. En général, ça n'excède rarement les 7 ans. Donc, on va regarder tous les gens qui vont partir à la retraite pendant cette période. Vous allez avoir un montant et ce montant, c'est pratiquement une dette certaine parce que très souvent, les gens restent leur dernière année dans l'entreprise et donc c'est à l'entreprise de payer cette indemnité de fin de carrière. Tout ce qui est engagement hors bilan, donc ça va être des sommes que vous êtes engagés à verser par rapport à des titres, des terrains ou du matériel. Tout ce qui est une dette donc échue et non encore réglée, ça c'est plutôt pour tout ce qui est dette fournisseur. Vous avez des fournisseurs, vous auriez dû les payer au 30 du mois, on est le 10 du mois d'après, vous les avez toujours pas réglés. Donc, cette somme-là, ce n'est pas de la trésorerie que vous allez pouvoir valoriser pour augmenter la valeur de votre entreprise, la valeur des titres, puisque c'est des sommes qui sont dues. Et donc, si elles sont dues, on les met dans les dettes. Alors, attention, souvent, les dirigeants confondent. En fait, quand on a des créances clients ou des dettes fournisseurs, dans la mesure où vous êtes dans les délais habituels de règlement, ça ne vient pas impacter la trésorerie nette. Ça va venir impacter si vous êtes au-delà
d'abord des délais qui sont indiqués sur les factures. Donc, vous devez un fournisseur de l'argent, vous vous dites, tiens, je vais gonfler ma trésor, je vais décaler un peu le paiement. C'est une fausse bonne idée parce que votre repreneur et son cabinet d'audit vont vérifier tout ça et vont retrancher donc ces sommes-là de la trésorerie. Si, par exemple, vous avez... pareil, vous décidez, vous avez des clients qui habituellement vous payent pratiquement 15 jours ou 3 semaines plus tard. Et puis là, vous dites, punaise, j'ai besoin de trésorerie pour valoriser parce que je vends le 30 et je veux avoir fait rentrer un maximum d'argent. Si vous allez... alors, c'est une bonne chose d'aller recueillir cet argent, mais par contre, si vous décalez vraiment par rapport à ce que vous faites d'habitude, vous pouvez avoir une demande de l'acquéreur, dire mais c'est pas normal, d'habitude vous payez, les clients vous payent à 15 jours, là vous avez accéléré le règlement, ou les fournisseurs, vous avez décalé, d'habitude vous les payez immédiatement, là vous les avez payés avec un mois de décalage. C'est pas le fonctionnement normatif de l'entreprise. Donc là, va s'engager une discussion avec le cabinet d'audit qui va dire, moi, je vais prendre le calcul tous les mois de ce qui est payé pour voir le BFR mensuel. Je vais prendre la moyenne et si au jour de la session, je vois que vous avez vraiment tiré sur le crédit fournisseur ou vous êtes allé courir pour aller chercher les factures pour faire rentrer vraiment l'argent immédiatement, je demande une correction. Donc, vous voyez que ça peut être à double tranchant. Donc, il va falloir bien anticiper tout ça dans un projet de cession. Ce n'est pas des choses qu'on va faire au dernier moment. Alors, ces discussions sur le BFR mensuel, ce n'est pas systématique non plus parce que ça nécessite un travail important. Il y a ces sources d'erreurs, ces sources de discussion et donc de conflits. Donc, ce n'est pas systématique. Néanmoins, il faut l'avoir en tête. Et puis, on continue dans les dettes. Donc, si vous avez des dividendes que vous avez votés mais que vous n'avez pas versés encore, c'est une dette certaine. On va la prendre en considération. Dans l'exemple en question, on avait également un solde d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice précédent qui n'était pas payé. Ils ont demandé à ce que ça soit intégré dans le calcul de la dette nette. Ce n'est pas systématique non plus. On peut avoir également tout ce qui concerne, là ce n'était pas le cas puisqu'il n'y en avait pas, mais tout ce qui va concerner des primes exceptionnelles qui sont liées par exemple à des commerciaux, des RFA ou que vous allez percevoir ou que vous allez verser et qui sont déjà comptabilisés quelque part mais qu'on n'a pas vu, qui n'ont pas encore été mis dans le bilan. Ça va être mis également. Si vous avez une participation, les contrats de participation, ça peut être également mis. Mais vous voyez qu'à chaque ligne, on a matière à discussion avec l'acquéreur. Donc la trésorerie nette, c'est vraiment un sujet délicat si on appuie la valorisation sur une des méthodes qui est celle que je vais vous présenter, où on dit valeur d'entreprise plus ou moins trésorerie nette. Donc, on était un peu technique, mais je pense que c'était important que vous ayez... Il y a eu un certain nombre de questions, mais je pense que tu as apporté les réponses, notamment sur les dettes fournisseurs échues non réglées, sur la relation de trésorerie, besoin de fonds de roulement et sur l'évolution de la trésorerie et quelle trésorerie choisir. Donc, je pense que ça a été fait. Bon, voilà, je te laisse continuer. C'est parfait. Donc, comment se calcule la valeur d'entreprise initiale parce qu'on parle de valeur d'entreprise et de valeur de titre. Quand on parle de valeur d'entreprise, c'est la valeur de l'exploitation, la valeur grosso modo du fonds de commerce. Donc, cette valeur, la plupart du temps, l'usage est de travailler sur la méthode des multiples. L'indicateur financier qui est retenu, le plus souvent, c'est l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation. C'est un indicateur donc, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie grâce à son exploitation courante. Donc, avant prise en compte de tout ce qui est amortissement, intérêts, impôts, exceptionnels. Donc, en anglais, on l'appelle l'EBITDA. Donc,
Earning Before Interest, Tax Depreciation and Amortization. Remarquez mon accent provençal anglais. Donc, souvent, si vous avez une entreprise d'une taille relativement importante, les auditeurs vont travailler sur ce terme EBITDA plutôt que le terme EBE. L'EBE, c'est un indicateur que l'on retrouve dans les soldes intermédiaires de gestion et qui va être corrigé de choses exceptionnelles. On va, par exemple, si le dirigeant a une très forte rémunération, on peut estimer qu'elle n'est pas une rémunération normative et donc on va la corriger. Par exemple, n'importe quoi, un dirigeant qui prendrait 15 000 euros par mois, on va estimer que sur cette taille d'entreprise-là, la rémunération qu'il pourrait percevoir, c'est par exemple 5 000 euros. Eh ben, ça fait 10 000 euros tous les mois qu'on va retraiter. 10 000 euros que multiplié 12, ça fait 120 000 euros qu'on va réintégrer dans le BE, plus les cotisations sociales qui vont avec, pour pouvoir revaloriser cette BE. La même chose sur des loyers ou des sous-loyers. À l'inverse, par exemple, un dirigeant a pris déjà sa retraite et il n'est pas rémunéré sur la société. Vous comprenez que le repreneur va corriger ça, mais dans l'autre sens. Il va dire, bah oui, mais vous n'êtes pas rémunéré ou vous avez pris un salaire minimum pour faire valoir, pour avoir une protection, vous prenez 1 500 euros, mais ce n'est pas le salaire normatif d'un dirigeant de cette taille, d'une entreprise de cette taille. Donc, il va revaloriser une rémunération et du coup, on va se retrouver avec une correction sur l'EBE. Et comme cet EBE, ensuite, il sert de base avec un multiplicateur, on va utiliser un multiple du secteur. Alors, là encore, deuxième question. Donc, vous voyez qu'il y a le BE du départ, il y a les retraitements qu'on va faire, et ensuite, il y a le multiple qu'on va utiliser. Comment est-ce qu'on peut connaître le multiple du secteur? Donc, il n'existe pas réellement de base de données. Nous, on connaît parce qu'on fait une 50aine de sessions par an, et puis on échange également entre partenaires de conseil M&A en fait sur les sessions qui ont été réalisées dans les derniers mois sur tel secteur, on sait quel multiple est utilisé. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce multiple, il est en fonction du secteur. Sur les PME classiques qui sont, on va dire, entre 1 million et 5 millions de chiffre d'affaires, on est sur des multiples qui tournent autour de 4, 5, ça peut monter des fois jusqu'à 6, mais en moyenne, on est sur ces multiples-là. On n'est pas sur des multiples de 12 ou 13 ou plus, comme des sociétés cotées. Donc, vous voyez qu'il y a aussi cet EBE, ce multiple est calculé en fonction du secteur, mais aussi en fonction de la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est petite, plus le multiple va être bas. Si, par contre, l'entreprise est une major du secteur d'activité, là, on va avoir un multiple qui peut monter, qui peut être beaucoup plus élevé, parce que du coup, c'est aussi un attrait stratégique pour l'acquéreur. Donc, valeur d'entreprise, c'est l'EBE que multiplie un multiple. Et là, on a une valeur d'entreprise, et à cette valeur d'entreprise, on va ajuster en fonction de la trésorerie nette. Donc, un petit exemple. Donc, en haut, vous avez le BE retraité, par exemple. Sur cette cible-là, on est à 600 000 euros de BE. Le multiple du secteur, on a pris un multiple 5. Donc, ça nous fait une valeur d'entreprise de 600 000 que multiplie 5, 3 millions d'euros. On a fait un calcul de dette nette. En l'occurrence, on a sur cette entreprise plus de dettes que de trésorerie. Donc, on se retrouve avec moins 300 000 de dette nette. Si l'on fait donc la valeur des titres, elle va se calculer par les 3 millions de valeur d'entreprise moins les 300 000 de dette nette. Ça nous fait 2,7 millions de valeur des titres. Donc, ça, c'est une méthode de valorisation basée sur le BE. Donc, vous voyez qu'en fonction, en fait, de cette dette nette, si on a la trésorerie donc nette positive, ça va venir augmenter la valeur des titres. Donc, c'est un prix supplémentaire pour l'acquéreur. Si par contre, on a une trésorerie nette qui est négative, donc une dette nette, ça va diminuer la valeur de l'entreprise.
Alors, ça va aussi avoir un impact sur la négociation, parce que du coup, qu'est-ce que l'on met dans la dette nette? Comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas si simple que ça. On le voit d'ailleurs avec toutes les questions qui ont été posées dans le chat par rapport à ça. Et puis, il va falloir effectivement anticiper pour améliorer votre trésorerie, pour optimiser la valorisation. Je donne un autre exemple. Donc là, c'est pour une entreprise qui aurait par exemple le même chiffre d'affaires et le même EBE, le même EBITDA, on a une valorisation d'entreprise de 3 millions. Si j'ai 500 000 euros de trésorerie nette, ça fait une valorisation des titres de 3,5 millions. Si j'ai une dette nette de 300 000, ça fait une valo des titres de 2,7 millions. Si j'ai 1 million de trésorerie nette, j'ai une valorisation des titres de 4 millions. Cet impact sur la trésorerie, il impacte toutes les méthodes. Donc, c'est vraiment important d'y travailler en amont, puisque on vient de le voir donc, dans la première colonne, l'impact de la trésorerie sur la méthode basée sur le multiple de BE. On va avoir ensuite sur la méthode DCF, ce qu'on appelle les discounted cash flow. Vous savez, c'est l'actualisation des flux futurs. Cette méthode, elle est très prisée par les investisseurs qui viennent au capital, puisque en fait, eux, ils vont investir, ils vont prendre du risque en rentrant au capital de votre entreprise dans l'espoir de mieux valoriser leur capital à terme. Donc, on va actualiser des flux futurs. Donc, plus vous allez générer de cash, plus vous allez avoir une valorisation DCF qui va être améliorée. Et ensuite, vous avez la valorisation dite patrimoniale. La valorisation patrimoniale, c'est les actifs revalorisés et les passifs qu'on va retraiter. Et donc là, vous voyez l'impact immédiat de la trésorerie. Tout à l'heure, on parlait par exemple des indemnités de fin de carrière. Et elles ne sont pas spécialement au bilan, puisque c'est ce qu'on appelle du hors bilan. On peut les trouver des fois dans les annexes, mais en tout cas, c'est un passif qui va venir se rajouter, qui va venir impacter immédiatement la valorisation dite patrimoniale. Alors, quelles sont les erreurs qui détruisent en fait la trésorerie et qui vont avoir cet impact immédiatement? Donc, ça va être déjà une mauvaise gestion du BFR. Vous l'avez bien compris, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'arriver à gérer vos délais clients, pas qu'ils soient trop longs, des stocks aussi. Donc, on va voir tout à l'heure plus précisément les stocks, leur impact, mais ça a vraiment un impact, s'ils sont mal gérés, immédiat sur la trésorerie. Les dettes fournisseurs aussi, qui peuvent être mal négociées. Tout ça sont des éléments qu'il faut négocier, et vous vous rendez bien compte qu'il ne faut pas les négocier au dernier moment. Donc ça se travaille sur le long terme. Dans le cadre d'un projet de cession, il faut anticiper beaucoup. Ça peut être aussi un impact sur du financement inadapté. Par exemple, j'ai travaillé sur un dossier où le dirigeant avait été dans une activité qui était très tendue et avait besoin de matériel rapidement. Et il s'est dit, tiens, plutôt que d'aller demander le crédit à ma banque qui va mettre peut-être 3 semaines à me répondre et ensuite, le temps que ça soit mis en place, ça va mettre encore 3 semaines, j'en ai pour 1 mois et demi avant d'avoir l'argent, je vais utiliser le cash que j'ai. Ça, c'est une fausse bonne idée parce que vous voyez que ça a un impact immédiat sur la trésorerie. Mais c'est de la trésorerie, normalement un investissement long terme, c'est financé avec de la trésorerie, avec de la dette long terme, pas avec la trésorerie immédiate. S'il avait fait ça, 6 mois avant, il aurait amorti son prêt et ça n'aurait pas eu un impact aussi lourd au niveau de la valorisation. Alors pareil sur les financements, on n'investit pas quand on sait qu'on va vendre dans 6 mois, on ne va pas faire un investissement sur une machine à 600 000 euros parce qu'on n'aura pas eu le temps d'avoir le retour sur amortissement, on n'aura pas eu le temps d'amortir le prêt. Donc il faut continuer à gérer son entreprise de façon classique, comme si on ne vendait pas, mais quand on a des investissements qui sont très lourds, c'est souvent judicieux de les reporter ou tout au moins d'en discuter avec le repreneur pour savoir si c'est opportun et si ça rentre dans sa stratégie. Voilà. Et puis effectivement, une entreprise qui est en manque de trésorerie, qui fait face à des découverts bancaires réguliers, pour le cédant, ou pour le repreneur, ça peut être un véritable souci, tant sur la gestion quotidienne que le coût de ces découverts-là.
Donc, comment est-ce qu'on peut l'optimiser? Quelles sont les clés? Déjà, travailler sur vos délais, accélérer les encaissements avec une facturation rapide, une relance, faire éventuellement de l'escompte, optimiser vos paiements, donc négocier des délais fournisseurs avec vos fournisseurs pour lisser les sorties de cash. Bien gérer vos stocks. Donc, on va en parler sur le slide qui suit. Donc, pour libérer effectivement du cash. Et puis, planifier votre trésorerie. Pensez à faire des prévisionnels pour voir comment ça va anticiper. Moi, je travaille avec des DAF externalisés, dans certains cas, sur des sociétés qui sont plus modestes, qui n'ont pas de DAF en interne. Et on travaille au fur et à mesure, chaque mois, sur la trésorerie pour voir quel est l'atterrissage et donc être toujours au plus juste pour pouvoir discuter avec le repreneur. Donc le stock, comme je vous disais tout à l'heure, on a un impact qui est très important. Pourquoi? Si vous avez par exemple du stock qui est immobilisé, c'est de la trésorerie qui est bloquée. Donc si dans votre calcul de trésorerie nette, vous n'allez pas valoriser votre trésorerie puisque c'est du stock. Mais vous allez me dire, oui, mais mon stock, il a une valeur. Sauf que votre repreneur, il va dire, ouais, mais tu as beaucoup de stock, mais depuis combien de temps? Donc il va regarder les délais de rotation. Et puis, il va dire, mais il y a du stock qui n'a pas tourné depuis 2 ans. Donc, ça veut dire que ce stock, OK, il est à ce prix-là dans les comptes, mais pour moi, il a peu de valeur puisque en fait, on ne le vend pas, il ne génère pas de la marge, il est peut-être obsolète, abîmé. Donc, moi, je vais appliquer un coefficient de dépréciation. Et donc, vous allez rentrer cette fois dans une discussion sur la valeur de vos stocks. Donc, si vous avez du stock, ça peut être aussi parce que vous avez eu une opportunité à un moment donné. Par exemple, vous devez il y a des matières premières, vous savez qu'il va y avoir une fluctuation à la hausse, vous avez une opportunité. Par exemple, le fournisseur vous dit, si tu m'achètes ce stock-là avant la fin de l'année, je te maintiens tel prix, sache qu'à partir de l'année prochaine, ça va prendre plus 15%. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez investir dans du stock. Et là, vous allez avoir moins de trésorerie. Donc, du coup, ça va venir vous pénaliser. Mais vous pouvez aussi rentrer dans une négociation avec votre acquéreur en disant non, on peut globaliser l'ensemble. On va prendre le stock et la trésorerie et ces deux, conjointement, doivent représenter un certain montant. Parce que j'ai saisi une opportunité, c'est cette opportunité d'avoir du stock à un prix intéressant, va te permettre, toi, acquéreur, de faire, d'avoir une meilleure rentabilité l'année prochaine. Pareil, vous vous dites, tiens, je suis malin, elle m'a parlé des stocks. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir de la trésor. Donc, je vais liquider une grosse partie du stock avant. Alors, si c'est du stock ancien qui sert à rien, c'est une très bonne idée. Mais si c'est pour vous générer de la trésorerie afin d'augmenter le prix des titres au moment de la vente, ça peut être conflictuel parce que votre repreneur va faire l'étude du stock et il va dire, mais habituellement, vous avez toujours 300 000 euros de stock à peu près. Et là, tout d'un coup, j'ai plus que 100 000. Donc moi, il va me manquer 200 000 euros de stock pour faire fonctionner la boîte. Donc, je ne suis pas d'accord. Et là, à nouveau, négociation et discussion. Donc en fait, pour optimiser ça, il faut réduire tous vos stocks dormants avant la vente, améliorer la rotation et pareil, travailler au niveau de l'activité saisonnière où là, effectivement, c'est plus délicat. On va travailler sur des évolutions de stock et de trésorerie sur des périodes assez longues pour montrer l'évolution et démontrer à votre repreneur qu'il aura bien le stock suffisant ou que le stock sera constitué plus tard. Cette trésorerie excédentaire, ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi un risque. La trésorerie excédentaire, on a dit, voilà, ça correspond à la trésorerie qui n'est non indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Donc, elle peut venir de résultats que vous avez accumulés les années précédentes, ou vous êtes très prudent, vous êtes plutôt fourmi et vous avez gardé cette trésorerie-là dans l'entreprise, ou vous avez vendu un actif. Vous avez vendu un bien immobilier, vous avez vendu une machine, ou vous avez touché une grosse subvention. Tout ça va générer de la trésorerie excédentaire. Comme vous l'avez vu, cette trésorerie, ça peut être une opportunité pour le repreneur, mais ça vient également augmenter la valeur des titres. Et donc, pour lui, dans son plan de financement, ça vient alourdir. Donc, il faudra discuter avec lui
pour voir ce dont il a besoin. Donc, vous allez rentrer en négociation avec lui pour quelle est la trésorerie nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, pour déterminer du coup la trésorerie qui est la trésorerie excédentaire. Et cette trésorerie-là, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on la conserve, comme on vient de le voir, ça vient augmenter le prix des titres. En l'occurrence, le repreneur, dans les titres de montage LBO, vous savez, il constitue une holding pour acheter les titres. Donc, il peut très bien dire, moi, cette trésorerie, je la remonte sur la holding et elle va servir à payer une partie des titres. Donc, à ce moment-là, vous allez, en tant que cédant, si vous êtes cédant, ça va rentrer dans le prix de cession. D'accord? Si par contre, vous décidez de la retirer avant la vente, en disant, j'ai toujours 500 000 de côté, je la distribue avant la vente, et donc, du coup, je vais être soumis à la fiscalité sur les dividendes. Donc, vous voyez que le choix entre l'un et l'autre est souvent lié à des conséquences fiscales et des conséquences juridiques, et il faudra l'anticiper avant la vente pour voir quelle est la solution la plus opportune et la moins onéreuse pour vous en tant que cédant. Donc, plusieurs possibilités, comme on l'a vu. Donc, distribution, si vous êtes côté cédant, la distribution des dividendes. Donc, si vous êtes une personne physique, c'est la flat tax ou l'impôt sur le revenu. Si vous êtes sous une forme de holding, c'est une holding qui vend les titres et que vous êtes à l'IS, on a de l'IS sur une quote-part de frais et charges de 5%, dans la mesure où ce sont des titres de participation. D'accord? Vous pouvez aussi procéder à ce qu'on appelle une réduction de capital. Donc, vous estimez que c'est intéressant, mais il ne faut pas que ce soit juste pour faire la sortie de cash. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire sortir des minoritaires. Par exemple, vous avez au capital des salariés qui n'ont pas vocation à rester, par exemple, avec le repreneur ou qui ne veulent pas rester avec le repreneur. Vous dites, on va les faire sortir et on va les faire sortir sous forme d'une réduction de capital. Et donc, on va utiliser cette trésorerie. C'est la société qui rachète ses propres titres. Dans le cas d'une réduction de capital ou dans le cas d'une cession, si vous laissez la trésorerie dans l'entreprise et que du coup, vous vendez l'entreprise avec son magot, vous allez avoir de l'impôt sur la plus-value. Donc là encore, la flat tax si vous êtes une personne physique ou l'impôt sur le revenu. On peut bénéficier d'abattements pour durée de détention en fonction de... On peut avoir un abattement qui va être 50, 65, voire 85% si on est en départ à la retraite. Si c'est sur une holding et que la société vend les titres de participation, on a de l'IS sur une quote-part de frais et charges de 12%. Donc, là aussi, vous verrez, on peut des fois optimiser dans le cadre d'une cession. Si vous êtes un cédant qui est jeune et qui a d'autres projets derrière, il peut être intéressant d'apporter les titres de la société à une holding et c'est la holding qui vendra les titres. Là, par contre, ça nécessite vraiment une étude parce qu'il faut garder ces titres au moins 3 ans. Sinon, on a une obligation de remploi. C'est-à-dire, si vous apportez les titres pour les vendre tout de suite, il faut que dans les 2 ans, vous réinvestissiez 60% du montant de la vente sur une nouvelle activité économique. Donc, ça peut être aussi une mauvaise idée parce que 2 ans pour trouver une nouvelle activité, si on n'a pas préparé le projet, on peut se retrouver coincé. Et du coup, le montant de la plus-value que l'on doit, on va devoir le verser, mais à titre personnel. Et l'argent, il est bloqué dans une holding. Donc, c'est double peine. Donc, il faut vraiment étudier ces impacts fiscaux pour savoir ce que l'on fait avant la cession. On peut aussi faire un investissement stratégique, éventuellement acheter de l'immobilier, etc. Mais ça, il faut, comme on disait tout à l'heure, être aligné avec les objectifs de l'acheteur pour pouvoir faire ce type de projet. Donc, avant la cession, il faut se faire un plan d'action, d'accord? Donc, bien identifier la trésorerie. Quelle est la trésorerie qui est trésorerie normative d'exploitation? Quelle est la trésorerie excédentaire? Voir si on sort effectivement cette trésorerie. Donc, il faut anticiper fiscalement l'optimisation de cette sortie. Il faut aussi communiquer avec l'acheteur pour pouvoir
être quelque part, partir sur les mêmes références. Tout à l'heure, on a bien vu tout ce qui portait sur le calcul de la trésorerie nette. Chaque ligne pratiquement est à discuter. Donc, de quoi parle-t-on? Si quelqu'un vous dit, moi, je vous achète votre boîte sur la base d'1 million d'euros avec 300 000 de capitaux propres et je veux que sur les comptes, il y ait au moins 200 000 euros. Oui, ok, on parle de quoi? On parle de trésorerie disponible, on parle de trésorerie nette, de quoi parle-t-on? Et puis, selon la saisonnalité, ça peut être opportun ou pas. Donc, vous voyez que c'est des sujets qui sont techniques et qui sont source de tension. Donc, tout ça, il faut bien le préparer en amont. Il faut donc planifier et s'organiser pour être prêt au jour de la session. Et ça ne se fait pas dans les derniers mois. Donc, on analyse la trésorerie, on identifie les opportunités d'optimisation, on met en place un plan d'action et après, on est prêt pour vendre. Donc, en conclusion, il faut maîtriser votre trésorerie pour pouvoir réussir aussi votre session. C'est un facteur clé de valorisation. C'est un atout dans la négociation. Et il faut en faire une étude donc approfondie. Dans tous les cas, ça sera regardé, même si vous êtes d'accord sur une trésorerie assez simple au moment de la lettre d'intention, sachez que ça peut ressortir dans les négociations au moment des audits, parce que le cabinet d'audit, le cabinet comptable qui accompagne le repreneur va faire une analyse très fine de la trésorerie, des stocks, des produits constatés d'avance par exemple. Donc il faut bien être préparé pour pouvoir répondre à leurs questions, ne pas être évasive. Et donc, moi, je recommande, selon les tailles d'entreprise, de faire un audit préalable, ce qu'on appelle une VDD, une vendor due diligence, c'est-à-dire qu'on va mandater un cabinet pour auditer les propres comptes de son entreprise. Alors souvent, c'est pas l'expert comptable, même s'il connaît parfaitement l'entreprise, il faut avoir un regard extérieur pour que cette VDD puisse être transmise au tiers pendant les audits et qu'elle est quelque part, qu'elle soit la plus objective possible. On le fait faire par un organisme extérieur. On fait cette vendor due diligence, donc ces audits préalables. Et ça permet aussi d'accélérer le processus de vente. Ça sécurise et ça accélère parce que vous allez dire à votre repreneur, on va mettre par exemple dans le mémo une présentation succincte des résultats de cet audit dans lequel on va avoir le calcul de l'EBITDA retraité, le calcul de trésorerie nette, les indicateurs qui sont les plus importants, mais on peut travailler également sur des calculs de taux de marge par activité, par client. Donc tout ça, on peut aller sur une granularité importante et du détail important. Et le repreneur, lorsqu'on lui démontre qu'on a fait une VDD, qu'on va lui donner ça pour les audits, ça lui facilite les choses parce que tout est déjà prêt. Donc il va aller beaucoup plus vite. Et puis vous aurez débusqué tous les loups en amont, fait en sorte de éventuellement mener des actions correctives pour que au jour de la session, vous mettez à jour la VDD et qu'elle donne une image favorable et lisible pour votre acquéreur. Voilà, donc n'hésitez pas, je pense qu'on est à la fin de notre webinaire, donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez joindre Philippe Lemaire ou moi-même aux coordonnées qui s'affichent si vous avez des questions pour travailler par exemple sur une préparation à la session de votre entreprise ou si vous êtes repreneur pour vous accompagner sur votre projet de reprise et faire un pré-diagnostic de la cible et du montage. Merci Fabienne pour ton intervention vraiment très claire et précise. Alors, il y a eu un certain nombre de questions, tu as apporté des réponses. Il en reste quand même quelques-unes. On est sur le sujet du factoring. Donc, l'impact ou l'incidence du factoring pour réduire artificiellement le BFR et puis la question du retraitement par rapport à la trésorerie. Alors, le factoring, en fait, c'est quand effectivement on manque de trésorerie et qu'on dit je vais apporter mes factures à un factor qui va m'avancer l'argent. Donc, dans la mesure où la facture n'est pas échue, c'est de la dette. Donc, on va bien enlever le montant des factures qui a été avancé par le factor, puisque c'est de l'argent
qui est de la dette, d'accord, qui a été avancée et qu'on retrouve sur la trésorerie, mais pour laquelle on n'a pas encore été payé. Si elles sont avancées, alors des fois on se sert du factor aussi parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On a eu à un moment donné besoin du facteur pour apporter des factures et avoir une avance de trésorerie. Et le facteur a dit, mais moi, je prends l'ensemble du poste client. Et en fait, cette avance du poste client, il n'y a pas vraiment d'avance d'argent. On a donné l'argent, la facture au facteur, mais on n'a pas demandé l'avance de trésorerie. Donc, c'est comme si on ne l'utilise pas, en fait. C'est comme si c'était sur votre compte en banque et donc à ce moment-là, ce n'est pas pris en considération. Donc tout dépend si le facteur, vous lui amenez la facture, est-ce que vous la mobilisez et vous demandez l'argent ou est-ce que vous la laissez juste en compte là-bas? Merci. Autre question, comment pratiquer le retraitement du crédit bail? Ah, alors, le retraitement du crédit bail, en fait, on va prendre l'ensemble des loyers que vous avez sur l'année et on va les réintégrer pour le montant dans votre BE. Donc, ça va venir gonfler le BE. Et donc, vous voyez que si on applique, si vous avez, je ne sais pas moi, 50 000 euros de crédit bail dans l'année, 50 000 fois 5, ça fait 250 000 euros de valorisation supplémentaire sur la valeur d'exploitation. Donc, on va avoir plus de 150 d'un côté, mais derrière, on va prendre tous les loyers qui restent à payer. Donc, au jour de la cession, on regarde s'il nous reste encore, je ne sais pas, s'il vous reste que 30 000 euros de loyer à payer, ces 30 000 vont venir en dette. Donc, vous aurez gagné d'un côté 250 000 et vous aurez en moins que 30 000 ou 50 000 selon le montant des loyers qui vous restent. Donc, l'opération est intéressante. Si par contre vous venez de faire le montant, enfin vous venez de souscrire vos crédits bail, ça ne va pas changer grand-chose parce que ce qu'on va rentrer d'un côté, vous l'aurez de toute façon de l'autre côté en montant à payer. Ça, c'est une discussion, en fait, où vous avez des business models qui reposent sur le crédit bail. Les transporteurs, les locations, tout ce qui est location de matériel, etc., utilisent très souvent le crédit bail pour financer leur matériel parce que du coup, c'est ce qu'on appelle quelque part du hors bilan. Ça apparaît, mais à part, dans les encours de crédit beau, on voit aussi dans la liasse fiscale le montant des loyers qui ont été payés. Mais vis-à-vis de la banque, ça lui permet, c'est externalisé, d'accord? Ce n'est pas une ligne de crédit classique et en plus, elle a une garantie supplémentaire puisqu'elle est propriétaire du matériel. Donc, si vous voulez, ce crédit bail, il n'est pas toujours retraité, il est souvent retraité. Donc, c'est au cas par cas et en fonction des usages de l'activité, on va le retraiter ou pas le retraiter. On a la même question des fois sur les locations financières qui peuvent être assimilées à du crédit bail, sauf que la location financière, vous n'avez pas de valeur résiduelle, vous n'avez pas normalement la possibilité de racheter votre matériel. Donc, du coup, ce n'est pas retraité. Dans la plupart du cas, on le laisse à part. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais ça s'étudie au cas par cas, au final. Il n'y a pas des charges financières à prendre en compte pour rebondir sur le sujet? Par rapport au crédit bail? Ouais. Ah si, parce qu'en fait, quand vous retraitez le crédit bail, vous réintégrez effectivement les loyers et normalement, dans les charges que l'on a, on a l'intérêt d'un côté et l'amortissement du capital de l'autre. Donc, sauf que le BE, il est avant charge financière. D'accord? Le BE ou l'EBITDA, c'est Before Interest, Tax and Amortization. Donc, les intérêts, les taxes et les amortissements. Donc, ça ne va pas toucher le BE. Je vais bien avoir des intérêts, mais les intérêts, quand vous faites vos SIG, ils sont en dessous. C'est du résultat financier. Merci. Allez, donc, ça va toucher la CAF, mais ça ne va pas toucher le BE. Merci Fabienne. Allez, dernière question. Privilégiez-vous une offre sur la valeur des titres plutôt que la valeur d'entreprise pour éviter les discussions sur la dette nette? Ça peut être une option. Ça peut être une option, sauf que dans l'esprit des cédants, psychologiquement, c'est compliqué parce que c'est une incertitude. Donc, OK, il parle de valeur d'entreprise,
Mais derrière, on va de toute façon discuter derrière des modalités de la trésorerie nette. Et donc, ce qu'aime bien savoir le dirigeant en amont, c'est combien il va toucher, combien ça va lui coûter en impôts et qu'est-ce qui va rester dans sa poche. Donc, côté repreneur, ça peut être une solution. Côté cédant aussi, mais il faut bien être averti et savoir qu'il y aura une discussion dans tous les cas sur la trésorerie nette. Eh bien, écoute, il n'y a plus de questions. Je regarde. Non. Ben, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre participation. On remercie Fabienne pour son intervention très claire et très précise. Voilà, il y a même des remerciements. Je remercie nos participants. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine web conférence le 4 mars prochain pour le sujet tout autre qui sera comment manager les nouvelles générations. Et ça sera animé par notre partenaire, l'APEC. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.